Bonsoir à tous. Au sommaire de Bouge la France ce soir, le commerce extérieur et un déficit record. Ça fait 10 ans qu'on n'avait pas vu ça. Nous expliquera Jean-Louis Gombourg. On parlera ensuite de la franchise médicale. Depuis le 1er janvier, vous payez 50 centimes sur les boîtes de médicaments que vous achetez. C'est censé financer le plan Alzheimer et puis réduire éventuellement le déficit de la sécurité sociale. Est-ce que c'est efficace? Eh bien, on parlera avec Claude Le Pen, économiste de la santé, et Daniel Lenoir, vice-président de la Mutualité française. Ensuite, on va parler de l'annonce phare, ou l'une des annonces phares du président de la République hier, lors de sa conférence de presse, la suppression de la pub à France Télévisions et plus largement une révolution en marche, semble-t-il. Est-ce que France Télévisions doit évoluer et comment? Un grand spécialiste, Guy Dutheil du Monde, qui sera sur ce plateau face à Nicolas Châteauneuf, président de la Société des journalistes de France 2. Voilà. Et puis on terminera par le dernier coup de fil pour parler de la fréquentation des hôtels, des restaurants et des cafés depuis la loi anti-tabac. Il paraît que ça a baissé 10% en à peu près 10 jours. Voilà, on verra ça. Bonne émission. Tout de suite, c'est Valérie Rojek pour le journal. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'était un avis très attendu. La Haute Autorité sur les OGM fait état de doutes sérieux sur le maïs transgénique cultivé en France. Des conclusions qui ouvrent la voie à une suspension des cultures. Le sénateur Jean-François Legrand, président de cette Haute Autorité, a remis son rapport ce soir au ministre de l'Écologie, Jean-Louis Borloo, qui assure que Nicolas Sarkozy rendra sa décision dans les 24 à 48 heures. On peut parler de doutes sérieux pour certains d'entre eux, moins lourd pour d'autres, mais que c'est un ensemble de doutes. Alors est-ce que le doute doit profiter aux consommateurs, comme on le dit toujours? Est-ce que c'est le principe de précaution qui doit s'appliquer? Moi, j'ai évalué le risque. Le gouvernement gérera le risque. J'ajoute que le gouvernement a fixé une nouvelle date pour l'examen du projet de loi sur les OGM. Ce sera le 5 février devant le Sénat. Il n'y aura pas de suppression de la durée légale du travail. Nicolas Sarkozy a voulu calmer le jeu ce soir lors de ses vœux aux parlementaires. Pas de suppression donc des 35 heures, mais des aménagements entreprise par entreprise. Mais il n'est pas l'intention du gouvernement de supprimer la durée légale du travail. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ du calcul des heures supplémentaires. Et comme je suis pour les heures supplémentaires, si on supprime la durée légale, il n'y a plus d'heures supplémentaires. Donc honnêtement, je ne suis pas très intelligent, mais j'ai compris ça. Je veux augmenter le nombre d'heures supplémentaires, donc je veux garder une durée légale du travail. Parce que s'il n'y a plus de durée légale du travail, il n'y a plus d'heures supplémentaires. Nicolas Sarkozy qui souhaite par ailleurs réserver un tiers des profits des entreprises aux salariés, les mêmes proportions allant aux actionnaires d'une part et à l'investissement d'autre part. Une politique de tournis, le contraire d'une vraie politique de réforme. François Bayrou n'a pas mâché ses mots contre Nicolas Sarkozy ce matin lors de ses vœux à la presse. Le président du MoDem est revenu sur la suppression des 35 heures, une mesure qui reviendrait à travailler plus pour gagner moins. Flora Sauvage. Seul, mais toujours au poste, à quelques semaines des municipales, l'ex-troisième homme de l'élection présidentielle présente ses vœux à la presse. Entouré de ses derniers fidèles, il n'en reste pas moins critique envers la politique menée par Nicolas Sarkozy. La politique du tournis, pour nous, c'est le contraire d'une vraie politique de réforme. Et lorsqu'on s'y risque, alors la réalité se venge, elle revient au boomerang, on l'a vu avec le pouvoir d'achat, entre le « tout est possible » du printemps, ce qui était évidemment un leurre, et les caisses sont vides d'hier. Il ne s'est pas écoulé 8 mois. 8 mois avec tous les pouvoirs entre les mêmes mains. Pour le président du mouvement démocrate, le bilan de Nicolas Sarkozy est loin d'être à la hauteur des espérances suscitées avant son élection. On a une impression, à écouter ces déclarations successives, on a une impression d'improvisation, d'influence contradictoire, de foucade, toujours asséné sur le même ton volontariste, mais où est la logique? Où est la cohérence? Malgré ces critiques virulentes de Nicolas Sarkozy, le président du MoDem laisse la porte ouverte aux alliances avec l'UMP dans certaines villes pour les élections municipales de mars. Nouveau record du déficit commercial français à 38 milliards d'euros en raison du pétrole cher, de l'euro fort et du manque de compétitivité des entreprises françaises. Dominique de Villepin en robe noire et nœud papillon blanc, l'ancien Premier ministre a prêté serment cet après-midi devant le barreau de Paris. Dominique de Villepin a refusé de répondre sur les problèmes que pose sa mise en examen dans l'affaire Clearstream et sa nouvelle condition d'avocat.
Aux États-Unis, la compétition est relancée après la victoire d'Hillary Clinton hier soir dans le New Hampshire. À la surprise générale et alors que les sondages la donnaient largement perdante, elle a devancé d'une courte tête son principal rival Barack Obama. Côté républicain, autre surprise, John McCain a devancé le vainqueur de l'Iowa, Mike Huckabee. Et puis cette dernière minute, le président vénézuélien Hugo Chavez affirme détenir les coordonnées pour aller chercher en Colombie les 2 otages des FARC. La précédente opération s'était soldée par un échec et cette nouvelle opération pourrait se dérouler dès demain matin. Très bien, on suivra ça, on en parlera sûrement demain soir dans Bouge la France. C'est un peu plus court ce soir. Vous le savez, comme tous les mercredis, puisqu'il y a Face à nous à 22h45 avec Jean-Claude Mailly, qui est l'invité de Michel Grossior et de sa bande donc dans cette émission. On va parler de la Sécu et on va vous expliquer pourquoi vous payez une franchise à partir du 1er janvier et comment ça marche. Et puis on parlera également de la télévision publique qui ne verra plus de pub normalement si les propositions de Nicolas Sarkozy sont entérinées. Voilà. Tout de suite, c'est l'économie, le commerce extérieur. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. Alors, on parle de cette mauvaise nouvelle au lendemain donc de la conférence de presse de Nicolas Sarkozy. C'est vrai que ça tombe mal. Le commerce extérieur est en chute libre. Enfin, ces chiffres sont en chute libre. C'est un record qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans. 5 milliards d'euros de déficit. Alors, on rappelle que le commerce extérieur, enfin, on l'oppose toujours à ce qui sort, à ce qui rentre. Et là, le déficit est quand même cruel. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial en novembre pour qu'on atteigne ce chiffre? Alors d'abord, on avait une lente dégradation depuis maintenant 5 ans. Chaque mois, ça a baissé, le commerce extérieur. Le trou du commerce extérieur se creusait un peu. Là, c'est 5 milliards pour le mois de novembre. C'était plus une lente dégradation, c'est une brutale aggravation. Alors on dit, bon, il y a le pétrole. Oui, c'est vrai, il y a effectivement le pétrole, mais si vous regardez les chiffres, ça n'explique que la moitié de l'approfondissement du trou. En réalité, il y a une baisse des exportations. Une baisse, vous rendez-vous compte? Les exportations françaises baissent alors que la croissance économique mondiale augmente de 5% par an. On pourrait s'attendre à ce que ça augmente au moins autant que la croissance mondiale. Elle baisse parce qu'on a vendu moins d'Airbus en novembre, moins d'automobiles, et c'est vrai qu'il y a une espèce de dépendance vis-à-vis d'Airbus et de l'automobile du commerce extérieur français. Et puis les importations augmentent parce que tout simplement les Français consomment de plus en plus de produits étrangers. Tout ça pour dire quoi? Qu'il y a une dégradation de la compétitivité de l'économie française, incontestable depuis plusieurs mois, et ça se traduit par un trou. Oui. Alors quelles conséquences ça peut avoir? On parlait de la croissance, mais enfin tout est mêlé, la croissance, le chômage, le pouvoir d'achat. Donc. Alors voilà, exactement. Ce qui est intéressant, c'est une espèce de benign neglect par rapport à, disons, à cette affaire, alors qu'effectivement, les Français, quand ils consomment à peu près 100 €, il y a plus de 50 qui vient de l'extérieur. Ça veut dire que, en réalité, plus il y a une demande qui s'accroît en France, et puis là, vous avez des marchandises qui viennent de l'extérieur et qui étouffent la croissance économique française. Donc ça pèse sur la croissance et donc par ricochet sur l'emploi et d'une certaine façon sur le pouvoir d'achat. Alors on dit oui, mais il y a le problème de l'euro. Oui, c'est vrai, il y a le problème de l'euro qui empêche d'exporter. Mais comment vous expliquez, puisqu'il y a le problème de l'euro, que le déficit s'aggrave avec l'Allemagne? Et non seulement l'Allemagne, bon, mettons que l'Allemagne soit une telle championne de l'exportation qu'on ne puisse rien faire, mais ça s'aggrave vis-à-vis de l'Italie. C'est-à-dire qu'on avait un excédent avec les Italiens, et on a maintenant un déficit. Autrement dit, là aussi, une réelle dégradation de la compétitivité des entreprises françaises. Le pire, c'est que tout le monde s'en fout. Oui, pour parler vulgairement. Ça n'émeut personne. Exactement. Alors, vous voyez, on parle toujours du déficit budgétaire, par exemple, mais très rarement du déficit du commerce extérieur. Rendez-vous compte, on en est sur les 11 premiers mois de l'année, entre 35 et 40 milliards d'euros de déficit de la France, multiplié par 6,50 pour voir ce que ça veut dire en francs. Si on était en francs encore aujourd'hui, mais le franc avec un tel déficit s'effondrerait. Il serait à ramasser avec la pelle. Or, là, comme rien ne se passe, pourquoi? Parce qu'on est dans l'euro. En réalité, comme la zone euro... On est dans le rouge et on est dans l'euro. Exactement. C'est parce qu'on est dans l'euro qu'on peut se permettre d'être dans le rouge. Et précisément, pourquoi? Parce que comme la zone euro, globalement, est excédentaire, grâce à qui? Grâce à l'Allemagne, pratiquement, on ne ressent aucune conséquence de notre déficit. Mais il faut bien voir que tout déficit, qu'il soit budgétaire ou commercial, se traduit comment? Par un gonflement de la dette. Parce qu'il faut bien financer ce déficit. Donc la dette des entreprises françaises, la dette des ménages français vis-à-vis de l'extérieur
augmente. Et ça, de toute façon, euro ou pas euro, un jour ou l'autre, il faut payer ces dettes. Donc c'est une situation relativement critique. Et bon, on va se quitter sur ces bonnes nouvelles, hein, Jean-Louis, à demain. On va enchaîner maintenant avec le trou de la Sécu, ça va de mieux en mieux. On a une émission vraiment très optimiste ce soir et on va vous expliquer la franchise, comment ça marche. Voilà. On finit de s'installer, mais c'est bon, on va y arriver. Daniel Lenoir est notre premier invité, vice-président de la Mutualité Française. Bonsoir. Et directeur général. Alors, faut résumer. Depuis le 1er janvier, les médicaments, les actes paramédicaux, transports sanitaires sont moins remboursés par la Sécurité sociale. Cette instauration de franchise médicale, donc, doit permettre normalement d'économiser 850 millions d'euros en 2008 pour financer le plan Alzheimer d'une part, mais aussi la lutte contre le cancer, mais aussi les soins palliatifs. Depuis quelques jours, en fait, on est dans un système de franchise et la franchise, c'est automatique. On va accueillir Claude Le Pen qui va venir s'asseoir également. Voilà, tout le monde est là. Claude Le Pen qui est économiste de la santé. Bonsoir, monsieur Le Pen. Je vais commencer avec vous. Finalement, la finalité de cette mesure, c'est aussi de réduire le trou de la Sécu, parce que c'est pas seulement les plans Alzheimer. Enfin, ça, c'est en principe. Oui, nous dépensons beaucoup pour la santé en France, ce qui est une bonne chose, parce que c'est l'indice d'un pays riche. Tous les pays développés dépensent beaucoup pour leur santé. Il y a un déficit de la sécurité sociale qui ne diminue pas beaucoup d'année en année. Et on ne peut pas rationner les soins. Il faut trouver des moyens de financer cette dépense. Et donc, on a besoin effectivement de trouver des moyens de financement nouveaux. Alors, vous êtes d'accord, 850 millions d'économies, entre guillemets, ça va aller pour c'est pas de l'économie, c'est de... Oui, c'est du non-remboursement. Ça va aller pour le plan Alzheimer, pour le cancer, pour les soins palliatifs et aussi pour le trou de la Sécu. Je vous rappelle que le déficit de la Sécurité sociale, c'est 12,7 milliards. Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Nous ne sommes pas dans une logique de ressources affectées. C'est-à-dire que les ressources tombent dans un grand pot commun et financent l'intégralité de la dépense de santé, y compris les dépenses nouvelles liées à des besoins nouveaux. Mais il n'y a pas, disons, une correspondance euro à l'euro, qui fait que tel euro payé par des boîtes de médicaments iront à telle pathologie. Mais c'est vrai que grâce à des ressources nouvelles, on peut financer des besoins nouveaux et le système va continuer à croître. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement, Daniel Lenoir, pour le malade? Vous l'avez dit, c'est un non-remboursement, c'est un déremboursement, c'est-à-dire qu'une part... 50 centimes pour préciser 50 centimes par boîte de médicaments, 50 centimes par acte paramédicaux, c'est-à-dire infirmières, kinésithérapeutes et 2 euros pour les transports. C'est un non-remboursement, c'est pas une recette. Et bien que ça a été présenté comme ça, mais Claude Le Pen le dit, c'est pas une recette, donc ça ne sera pas affecté au plan Alzheimer. C'est pas non plus, contrairement à ce qu'on a dit, on va pas responsabiliser le malade pour ça, parce que c'est pas le malade qui est responsable ni de la prescription de médicaments, ni de la prescription d'actes paramédicaux ou d'infirmières. Est-ce que ça va pousser les Français à aller moins chez le médecin, par exemple? Ça va pas pousser à aller moins chez le médecin, puisque c'est le résultat du passage chez le médecin. Il y a déjà, le dispositif existe déjà, il y a déjà un dispositif de cette nature, qui n'est d'ailleurs pas plus responsabilisant, c'est celui du 1 euro sur la consultation médicale qui a été introduit en 2004. Ça ne responsabilise pas. Ce qui a responsabilisé en 2004, c'est le fait qu'on est moins bien remboursé
quand on va chez le médecin spécialiste sans être passé par le médecin traitant, parce que le médecin traitant a un rôle d'orientation. Là, ça ne responsabilise pas, puisque de toute façon, quand on est malade, on va chez le médecin, et si on va chez le médecin, c'est le médecin qui prescrit les médicaments. Il y a aucun doute là-dessus. Je suis pas tout à fait quand même d'accord sur cette notion de responsabilisation. Quand on parle de responsabilisation, on ne veut pas dire qu'on va empêcher les gens de se soigner. C'est responsabiliser n'a pas jamais voulu dire qu'on va empêcher les gens, qu'on va diminuer leur consommation. Ce que veut dire le terme de responsabilisation, c'est d'être conscient que la santé a un coût. Et que dans ce pays, on dépense 150 milliards par an pour se soigner, et il faut en avoir en quelque sorte conscience. Oui, responsabilisation, c'est quand même, ça veut dire, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est cette thématique-là, c'est dire, faut pas acheter et manger des médicaments. Ça veut pas dire qu'il faut pas soigner, mais il faut faire attention, il faut être responsable. De même que sur la route, il faut être responsable. De même que dans ses comportements sociaux, il faut être responsable. Il faut pas croire que la santé c'est une ressource gratuite. Il faut pas croire que cet argent tombe du ciel. C'est de l'argent qui est payé par les Français. C'est la CSG, c'est cotisations sociales, c'est beaucoup d'argent, et donc il faut faire un usage conscient, responsable de cet argent. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on va empêcher les gens de se soigner, bien au contraire. Est-ce que les mutualités vont rembourser un petit peu ça? Les mutuelles ne rembourseront pas les franchises, parce que le dispositif a été fait pour que les mutuelles ne remboursent pas les franchises. Il n'interdit pas formellement à certaines de le faire. Non, il a été fait pour ne pas rembourser, parce que là, dans le cas de remboursement des franchises, on change de contrat et il y a une fiscalité additionnelle qui fait que nos tarifs augmenteraient au minimum de plus de 10%. Claude Le Pen dit qu'il faut responsabiliser les assurés sociaux. J'en suis d'accord, mais ils sont déjà. Aujourd'hui, pour pouvoir accéder aux soins, il faut payer une cotisation à une complémentaire, en général à une mutuelle, et c'est de l'argent que les gens payent pour se faire soigner. En revanche, je voudrais revenir sur la responsabilisation. Il est clair qu'il faut responsabiliser les assurés sociaux, mais l'acteur de la dépense en matière de prescription, c'est pas l'assuré social, c'est le médecin. Je vous donne un seul exemple. Sur le traitement de l'hypertension artérielle, on a un traitement en France, avec les médicaments qui sont les mêmes, à peu près au même prix, qui est 10 € plus cher en moyenne par an qu'en Allemagne ou en Angleterre. Les gens ne sont pas moins bien soignés. Mais et on a pris une classe médicamenteuse parce qu'elle s'est développée du fait de la pression, notamment de la visite médicale. On a pris une classe médicamenteuse qui coûte 10 € plus cher. Alors que le Code de la Sécurité sociale prévoit d'ores et déjà que le médecin doit prescrire dans le cadre de la plus stricte économie. Est-ce que les médecins vont prescrire moins compte tenu de... Évidemment non. Évidemment non, puisque la franchise, elle ne pèse pas sur le médecin, elle pèse sur la responsabilisation. Ça peut être une responsabilisation des médecins aussi. C'est pas évident. Ça peut, par exemple, cette franchise est de 50 centimes par boîte. Alors sur une boîte de médicaments chers, c'est pas beaucoup. Sur une boîte de médicaments un peu, parce qu'il y a encore dans notre système des médicaments qui sont plus ou moins utiles que d'autres. C'est-à-dire qu'il faut pas croire que toute la consommation pharmaceutique, tous les soins médicaux sont identiques. Il y en a qui sont plus urgents, il y a des pathologies qui sont plus lourdes, il y a des malades qui sont plus graves. Bon, et je plaide, c'est qu'on mette un petit peu, disons, de discernement là-dedans. Et cette franchise de 50 centimes peut être plus importante sur des médicaments un peu courantes qu'elle ne l'est sur des médicaments coûteux. Et donc je pense qu'elle peut, en tout cas, faire en sorte que dans le dialogue médecin-patient, parce que Daniel Lenoir a évidemment raison quand il dit que le médecin est celui qui prescrit, mais le médecin prend aussi en compte, quand il prescrit, la situation de son client. S'il sait que tout est gratuit, etc., il peut ne pas avoir de frein. S'il sait que le patient, in fine, aura 50 centimes par boîte à payer, il peut se retenir. Et donc, la responsabilisation, elle est globale, elle est directe, elle est indirecte. Et donc, le fait de savoir que... C'est ça, c'est directement ces 50 centimes qui vont s'accumuler, mais aussi la responsabilisation des malades. Aujourd'hui, quand vous allez dans une pharmacie, vous sortez votre petit sac de papier, il y a 5 ou 6 conditionnements dedans, vous n'avez rien payé, c'est votre carte qui a été donnée, vous avez un accord avec votre mutuelle, vous payez rien du tout, et donc il y a un petit peu cette habitude que je dis pas qu'il y a un droit de tirage et que ce soit gratuit, que ça tombe du ciel. Je crois qu'il faut faire un paiement modeste, modique, parce qu'il ne faut pas non plus penser que 50 centimes c'est la fin du monde. On peut simplement donner aux gens... On achète 10 boîtes, c'est plafonné, c'est plafonné à 50 centimes, à 50 € par an, et il y a 15 millions de Français qui sont exonérés de cette... Bon, c'est pas tout le monde qui paiera, 15 millions de Français ne la paieront pas. Daniel Lenoir.
Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que le débat est complexe. Il est clair, la franchise de 1 euro de 2004, celle qui s'applique aux consultations, n'a eu aucun effet de diminution de la consommation. Ce qui a eu un effet réel, et là s'il a été annulé par les dispositions de l'assurance maladie, c'est le fait qu'on favorise le parcours de soins et qu'on incite en remboursant mieux, parce que le patient est responsable, on incite en remboursant mieux quand on respecte le parcours de soins à respecter le parcours de soins. Ça a eu un effet réel en France, pas assez, en Allemagne beaucoup plus. Et Claude Le Pen, dans un rapport de 2004 d'ailleurs, le disait lui-même en disant ça peut être intéressant de mettre en place des dispositifs de franchise, mais il disait à condition d'exonérer les gens qui ont un comportement responsable. Dans le cas présent, celle de 1 euro de 2004 comme celle de 0,5 de 50 centimes aujourd'hui, il n'y a aucun acte de responsabilisation parce que quel que soit le comportement de l'assuré social, de toute façon, il paiera la franchise. Deuxièmement, bien sûr, on peut penser, nous, autour de cette table, beaucoup de ceux qui nous écoutent, que 50 euros, c'est pas beaucoup. Non, 50 centimes d'euros. 50 euros. 50 euros. Le plafond maximum. 50 euros, c'est pas beaucoup. Mais il faut savoir que la première franchise, celle de 2004, il y a déjà un plafond de 50 euros. Donc ça fait 50 euros. Là, ça fait un deuxième plafond de 50 euros, 100 euros. Le gouvernement, et d'ailleurs à juste titre, vient de relancer un dispositif d'aide à la complémentaire santé, où on a une aide entre 100 et 400 euros pour prendre une complémentaire santé. Je dis bien entre 100 et 400 euros. 100 euros, ça fait très exactement 2 fois 50 euros. Qu'on ne dise pas que pour un certain nombre de classes moyennes, 50 euros plus 50 euros, ça n'est pas une somme qui peut être pénalisante pour l'accès aux soins. Alors, deux remarques. Les Français dépensent en moyenne pour leur santé plus de 2000 euros. C'est-à-dire qu'en gros, chaque Français, malade individuellement, plus de 2000 euros. Et la France est le pays où le reste à charge. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enlevé tous les remboursements de l'assurance obligatoire, plus les remboursements des mutuelles, ce qu'on appelle le reste à charge, ce que vous payez de leur poche, est le plus faible d'Europe, y compris plus faible que des pays comme la Suède, comme des pays comme l'Angleterre, qui sont considérés comme beaucoup plus sociaux que nous. En gros, les Français payent 7 à 8% de leur poche, le reste en couvert par les mutuelles. Et je rends hommage aux mutuelles, c'est grâce aux mutuelles qu'on a payé social. Alors, je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans la dramatisation. Je vous interromps. Bruno Pascal Chevalier est au téléphone avec nous. Bonsoir, monsieur Chevalier. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes malade du sida, que vous menez depuis 3 mois une grève des soins contre l'instauration justement des franchises médicales. Vous êtes soutenu par pas mal d'élus autour de vous. Est-ce que vous croyez que cette action individuelle, elle peut quand même faire ou bouger les choses, faire reculer cette franchise médicale? Cette action déjà n'est pas individuelle. C'est une vraie action collective et on le voit aujourd'hui vu l'ampleur du mouvement, de gens qui rejoignent ce mouvement. On est arrivé à 85 500 signatures à ce jour. Beaucoup de témoignages de patients qui racontent leur histoire de vie, parce que depuis tout à l'heure j'entends que les gens qui parlent de gestion, etc. Monsieur Le Pen en parle simplement comme s'il n'était pas dans la réalité de la situation sociale des Français aujourd'hui en situation de maladie. J'apprécie énormément ce que vient de dire le monsieur le mutualiste sur le plateau. C'est vrai que 50 euros plus 50 euros, ce sont des dépenses supplémentaires qui s'ajoutent à d'autres dépenses de soins qui ne sont plus déjà remboursés depuis X temps, qui sont considérés comme des soins de confort. Or, parfois, pour une hygiène alimentaire, pour une hygiène de soins, on est obligé de prendre des compléments ou des traitements qui ne sont plus remboursés par la sécurité sociale. S'ajoute à ça, comme disait le mutualiste, aussi notre participation mutuelle aux dépenses que nous avons. Et c'est vrai que pour les personnes qui perçoivent 640 euros par mois, lorsqu'on leur demande de payer déjà un loyer, leur traitement, leur charge, comment ils font pour vivre? On ne peut pas constater ce point, et je serai le dernier. Maintenant, je ne vois pas pourquoi vous dites que je ne suis pas sensible. Moi-même, je suis malade, comme tout le monde. Donc, attendez. Donc, on va pas se jeter les maladies à la figure, absolument. Voilà, bon, maintenant, je suis absolument d'accord avec vous sur ce point, et ce point est essentiel. Maintenant, l'idée que la sécurité sociale se désengage est faux. C'est-à-dire que la sécurité sociale rembourse 77% de la dépense de santé, et elle rembourse 77% de la santé depuis 30 ans. Et ça n'a pas bougé d'un iota. Donc, attendez, non, mais donc, il ne faut pas accréditer l'idée qu'il y avait avant une sécu extraordinaire qui remboursait tout, et que plus on va, moins elle rembourse. Alors, ce n'est simplement pas vrai. Que vous a dit Roselyne Bachelot, que vous avez rencontré, je crois, lundi, c'est cela? Madame Bachelot m'a dit, texto, qu'aujourd'hui le 100% était passé à 91 et à 78 pour les autres situations, et que ça allait
bien sûr, au regard des dépenses de la population vieillissante, des grandes elle tient le discours de Monsieur Le Pen d'ailleurs, qu'au regard de l'évolution de la santé aujourd'hui, les dépenses sont plus grandes. J'ai rappelé à Madame Bachelot que le prix des médicaments était déjà décidé par les laboratoires et accepté par le gouvernement. Quand je prends par exemple simplement 2 boîtes de mes traitements qui valent 1600 € simplement pour un mois, ce choix et ce prix un petit peu complètement aberrant, il est bien accepté et accordé et mis en place par ce gouvernement. Est-ce que c'est pas une forte dépense de santé inutile? Est-ce que vous croyez réellement que les molécules aujourd'hui qui sont utilisées valent cette somme-là? Écoutez, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir qu'elle valent cette chose-là, et que la collectivité est heureuse, monsieur, de consommer. Et moi, je suis heureux de payer de la CSG, de payer du CRDS, de payer des cotisations sociales. Je suis très heureux de le faire pour que les malades que vous êtes et que je suis aussi potentiellement ou même réellement puissent avoir accès aux soins. Donc, nous avons tous effectivement un effort collectif à consentir pour que les Français aient accès à la maladie. Un dernier mot, monsieur. Je pense que tout ce qui est dans l'histoire. Et c'est vrai que le système change, et c'est vrai que les choses changent, et c'est vrai que les paiements changent. Tout ce qui est fait en ce moment, la logique qui se passe en ce moment, c'est de dégager un petit peu le remboursement des soins de moindre gravité pour être sûr que tout patient en France qui a une pathologie grave sera pris en charge à 100%, comme l'est le sida et comme le sont toutes les pathologies graves prises en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc je crois qu'il est très important. La sécurité sociale en matière de prévention. Pourquoi elle a été fondée, cette sécurité sociale? Est-ce qu'il n'allait pas y avoir aussi un acte de prévention? Mais monsieur, la sécurité sociale, à l'origine, ne remboursait pas la prévention. La prévention est une invention récente. Quand on a créé la sécurité en 45, il fallait rembourser les malades. La prévention, c'est la dépense pour des non-malades. Et on ne voulait pas. Par exemple, la sécurité sociale ne prenait pas en charge les vaccins. La prévention, c'est quelque chose qui est récent et qui coûte de l'argent. Parce que dépister, prévenir, donner des traitements préventifs, ça coûte de l'argent. Les dépenses de l'État, elles reviennent à qui? Est-ce qu'il n'y a pas de choix de société possible? Nous sommes dans un choix de société qui consiste à essayer de trouver... Pardon, excusez-moi. À culpabiliser des malades en leur disant, puisque vous êtes malade, vous allez payer plus cher. Daniel Lenoir. Oui, c'est d'abord le choix est dramatique qu'assume notre auditeur. Moi, je regrette qu'on arrive à cette extrémité-là. Ce que je voudrais dire à Claude Le Pen, c'est que on peut pas aussi facilement distinguer ce qu'il appelle le petit risque et le gros risque. Bien sûr, on est tous contents que la sécurité sociale puisse prendre en charge les pathologies lourdes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la part de la dépense qui augmente le plus. Moi, ce que je regrette fondamentalement, c'est qu'il y a des marges d'économie considérables dans le système, y compris pour les pathologies lourdes, et que ces marges d'économie, on les utilise pas. Ces marges d'économie, c'est aussi de l'efficacité du système de soins. Je vais donner 2 exemples. Un exemple, c'est qu'aujourd'hui, on parle des franchises, mais il y a un problème qui est autrement plus lourd dans l'accès aux soins. C'est les dépassements d'honoraires. C'est les dépassements d'honoraires, c'est-à-dire que les tarifs ne sont plus opposables. Deuxième exemple, on a un problème, le président de la République lui-même l'a dit, on a un problème du médicament en France, on a une surprescription médicamenteuse qui coûte cher et qui en plus a des effets en termes de santé publique. Et c'est pas les franchises qui vont régler ça. Pas avoir d'effet là-dessus. Je voulais juste libérer Bruno Pascal Chevalier. Est-ce que au moins je pourrais dire une chose? Je voudrais quand même qu'on réponde à cette question par rapport aux situations sociales des gens. Quand j'ai une personne, attendez, monsieur, vous avez la parole, laissez au moins parler. Allez-y. Moi, ce que je voudrais dire à travers cet acte, et qui traduit un peu le choix de plein de patients. Aujourd'hui, ils mettent pas en priorité leurs soins parce qu'ils sont dans situation de précarité. Aujourd'hui, quand il leur reste 20 € pour finir le mois, c'est pas chez le médecin qu'ils vont, c'est ce qu'ils disent dans leur témoignage. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent se nourrir. Et du coup, ils sont eux-mêmes exclus du système de soins et font quelque part une grève de soins, mais qui est mise en place par ce gouvernement. Et c'est ça qu'on dénonce actuellement. Alors, rajouter des charges, des dépenses supplémentaires, vous pouvez hocher la tête, monsieur Le Pen. Je pense pas que vous êtes dans la situation et dans la précarité de ces personnes. Très bien. Écoutez, oui, je veux pas jouer le rôle du méchant parce que je ne le suis pas, enfin, je pense pas l'être, mais je suis simplement un homme des chiffres et je regarde un petit peu les choses. Comme ça. Alors, c'est peut-être ça, effectivement, mais il faut aussi qu'à un moment, la collectivité regarde un petit peu ça. Les Français n'ont jamais été autant chez le médecin. Il n'y a pas de
l'idée que les gens on n'a jamais autant consommé. Attendez, écoutez, moi je peux aussi parler. On n'a jamais autant été chez le médecin. Il n'y a jamais eu autant de consommation médicale. Ça progresse de 4 à 5% par an. Il y a un accès aux soins qui est un des plus importants au monde. Il n'y a pas de pays au monde où en termes de quantité, en termes de qualité, on ait un accès aussi universel aux soins. Je reviens des États-Unis où j'ai mené une étude. La situation y est réellement dramatique. Il n'y a pas 5 pays au monde qui offrent à ses compatriotes. Alors, vous avez raison d'être vigilant. Vous avez raison de vous battre pour qu'il y ait une meilleure situation de prise en charge des situations dramatiques. Mais ne donnez pas de notre pays, qui a fait un effort considérable, réussi dans la matière de la prise en charge de la maladie, l'image d'un pays du tiers-monde qui abandonne les gens à leur détresse. Ce n'est simplement pas vrai. Merci bien. Merci à tous les trois, en tout cas, pour nous avoir donné ces informations donc sur cette franchise qui est appliquée depuis le 1er janvier. Merci beaucoup. On va parler de télévision maintenant. C'est une autre révolution qui est en marche. C'est le président de la République qui l'a dit hier. Merci beaucoup, messieurs. Oui, bien sûr, on va revenir sur cette annonce de Nicolas Sarkozy hier, qui a annoncé une révolution sans précédent dans l'audiovisuel public, et notamment avec la suppression de la publicité. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Elles sont assez diversifiées d'ailleurs, y compris à l'intérieur de l'opposition, puisque hier sur ce même plateau, Catherine Tasca, ancienne ministre de la Culture, nous disait que bon, pourquoi pas, il faut simplement délimiter le cadre. Mais de toute façon, on reste méfiant. Je pense qu'on va s'en rendre compte avec mes deux invités, Guy Dutheil. Bonsoir, spécialiste des médias au Monde, et Nicolas Châteauneuf, bonsoir, président de la Société des journalistes de France 2. Justement, il y avait une assemblée générale aujourd'hui à France Télévisions. Et demain. C'est demain. Elle est demain, oui, d'accord. C'est demain. Quelles ont été les premières réactions des journalistes? Vous vous en doutez, on regardait comme tout le monde l'allocution du président de la République. Et je disais hier, excusez-moi, je vous coupe, mais moi qui étais sur place, lorsque le président de la République a annoncé ça, c'est vrai qu'il y a eu un tumulte un petit peu dans la salle, où c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes aussi. Honnêtement, personne ne s'y attendait. On a l'impression que finalement très peu de responsables politiques étaient au courant de cette volonté présidentielle. Je crois même qu'on peut compter sur les doigts d'une main les gens qui étaient réellement au courant. Donc ça a pris tout le monde par surprise. Personne ne s'y attendait. Et tout de suite, tout le monde se pose des questions. Donc le sentiment dominant aujourd'hui, dans la rédaction de France 2, mais également dans toute la maison de France Télévisions, c'est l'inquiétude forcément, puisque... Inquiétude de quoi? L'inquiétude... Très simple, c'est que sur la suppression de la publicité, bon, comme vous dites, c'est un choix. Bon, mais là, ça se discute ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas de. Oui, France Télévisions dans l'absolu peut vivre sans publicité, si on donne autre chose. Exactement. Le problème, c'est que France Télévisions a besoin de 800 millions d'euros, les 800 millions d'euros qui découlent de la publicité aujourd'hui. Je prends un exemple, ma chaîne, donc France 2, c'est 40% de son budget, la publicité. Donc, le problème, c'est qu'il faut remplacer cet argent par quelque chose d'autre, et les suggestions présidentielles, les pistes présidentielles, donc une taxe sur la publicité des autres sur TF1 et M6 notamment, et Internet. Le modèle économique est un peu faible et on se demande si vraiment cela pourra compenser. Et à ce moment-là, si ça compense pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'on soit inquiet, bon, ça se conçoit. Tant qu'on ne sait pas comment ça marche, c'est vrai que ça peut être inquiétant. Maintenant, est-ce que France Télévisions, Guy, dans l'absolu, est à l'aise dans ce système où elle est en compétition avec d'autres chaînes privées, où elle se bat pour de la pub, alors que on peut se dire que c'est pas forcément sa vocation? On voit bien que non. C'est pas notamment France 2 est pas à l'aise, et France 3 aussi. On voit bien qu'ils se cognent tous les jours contre TF1, qui est une autre chaîne généraliste comme France 2, avec grosso modo les mêmes programmes, enfin en tout cas les mêmes organisations, la même architecture de programmes que France 2, mais avec toujours beaucoup plus d'argent que France 2. Donc à chaque fois, c'est toujours, grosso modo, toujours TF1 qui gagne au final. Et France 2 qui a subi une baisse de sa part de marché de 2% en un an, ce qui est quasiment sans précédent à la télévision. C'est une vrai catastrophe. C'est une glissade comme on en a rarement connu, mais en même temps, c'est pas très étonnant avec l'arrivée des chaînes de la TNT qui prennent des parts de marché. On en la sait TF1 d'ailleurs. Vous en savez quelque chose,
Mais en tout cas pour France 2 et pour France Télévisions plus largement, c'est vrai que vivre sans la publicité, c'est pas non plus un modèle totalement abscon. Quelles seraient les conséquences au niveau des programmes? À partir du moment où on n'a plus de publicité, est-ce que la couleur des programmes de France Télévisions changerait? Déjà, la première chose, c'est que plus de publicité, ça veut dire 8 minutes par heure en plus, donc de programme, déjà. Donc ça veut dire qu'il faut trouver 8 minutes en plus. Donc ça veut dire aussi un coût supplémentaire. Oui. Donc, et puis là, le fait qu'il y ait des téléspectateurs ou pas, ça change plus rien, puisque la publicité, on Alors, en même temps, il faut faire attention, parce que quand on dit plus de publicité, donc plus de course à l'audience, c'est pas forcément évident. Regardez, on compare souvent avec le modèle britannique, la BBC. La BBC, donc déjà une redevance beaucoup plus importante. La BBC, pas de publicité, mais la BBC est toujours dans une course à l'audience. Et la BBC, par exemple, lance des programmes qui sont tout à fait aussi comparables, certains programmes, aux chaînes privées. On parle beaucoup de BBC. Notamment beaucoup parlent de la BBC en donnant l'exemple de la chaîne. Voilà. Oui, c'est ça, on cite toujours la BBC sans pub. Certes, mais c'est une chaîne qui, par exemple, à la différence de France Télévisions, s'est lancée à fond dans la télé-réalité. Exactement. C'est la chaîne de Big Brother et d'autres émissions que France Télé et notamment France 2 ne plus voudraient moderne, surtout pas. Plus moderne, je ne sais pas, mais dans le sens où elle va vers les nouvelles tendances, quoi. En tout cas, une chaîne qui va à la lutte contre les chaînes privées anglaises et qui est à touche-touche avec les TF1 et autres M6 anglais. Ça veut dire que plus de pub, ça ne veut pas dire du tout plus de course à l'audience. Et il est évident également que les gens de France Télévisions, France 2, puisque on le présente souvent cette chaîne comme navire amiral, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés inhérentes avec l'émergence de la TNT. Mais il est évident que France 2, on n'a pas envie à France 2 de faire des émissions qui soient regardées par alors il y a quand même une conséquence, parce qu'après y avoir réfléchi, quand même, il nous a fallu peut-être 24 heures, mais c'est vrai qu'on a maintenant les choses un petit peu en tête. Moi, la conséquence principale que je vois, c'est qu'il y aura plus de sport à France Télévisions, ou plus de sport majeur, parce que évidemment les sponsors qui investissent sur le tournoi des 5 nations, etc., s'ils peuvent plus passer leurs écrans de pub à la mi-temps, ça n'a plus d'intérêt de financer le tournoi des 5 nations sur France Télévisions. Vaut mieux le mettre sur TF1, sur Canal ou sur M6 ou la TNT. Sauf qu'en même temps, sur TF1 ou sur M6, il n'y a pas non plus la capacité d'absorber tous les sports qui d'où aujourd'hui sont dans la pour la TNT du sport. Il va y avoir plein de petites chaînes qui vont pouvoir bénéficier de ça. Les sponsors ne voudront pas mettre leur sport sur des chaînes qui n'ont que des audiences encore aujourd'hui très confidentielles. Est-ce que vous êtes d'accord, Nicolas, avec ce type d'analyse? Sans doute. C'est vrai que on va, si en tout cas on va vers un modèle où les chaînes publiques seront financées uniquement soit par la redevance et puis avec une taxe indirecte, etc. Ça pose quand même un problème. C'est que d'un côté on aura des chaînes privées qui vont avoir une puissance financière de plus en plus importante. Et on risque d'avoir un gap, c'est-à-dire un décalage de plus en plus criant avec les chaînes publiques, qui elles seront limitées forcément dans leur développement également. Et puis un moment où elles pourront plus suivre. Et vous avez raison sur les sports, c'est vrai. Oui, on voit mal comment France Télévisions pourrait décrocher des grandes compétitions internationales, par exemple. France de foot, il faut le financer à un moment donné. Ça coûte déjà cher. Et en plus, cela pose un autre problème, c'est que tout je crois que les publicitaires le disent eux-mêmes, ils sont assez dubitatifs, puisque finalement ça déstabilise un petit peu le système sur lequel on a fonctionné pendant des années. Donc ça a l'air quand même le président a l'air de vouloir aller assez vite. Le problème c'est qu'aujourd'hui les équilibres, c'est un peu dangereux de les rendre comme ça. En même temps, on a vu ces tout derniers jours, France 2 notamment, diffuser du théâtre en prime time, ce qui n'était pas arrivé depuis quand même très longtemps. C'est pas une idée moderne, ça existe depuis 40 ans. Oui, enfin, ça se faisait pas souvent sur les antennes, même de France Télévisions. Et on a vu France 2 faire des audiences très fortes. 42% de part de marché, c'est... Je suis pas sûr que la direction de la chaîne et la direction plus largement de France Télévisions... En tout cas, hier, vous avez fait une très bonne audience avec Nicolas Sarkozy, 42% de part de marché. À ce temps-là, oui, mais ça paye pas à ce temps-là. Si avec la pub, ça a pu faire rentrer le problème, un des problèmes aussi, c'est que on se rend compte que France 2 et France 3 ont eu pendant très longtemps des identités très différentes. La plupart des gens, on va dire encore, nous parlent de FR3 et Antenne 2. Absolument. Et aujourd'hui, on va vers une identité un peu plus commune. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir s'il faut garder cette architecture-là. Vous faites bien de parler de ça, parce que Nicolas Sarkozy a parlé d'une révolution. Il a donné un exemple avec la pub, mais visiblement la révolution, ça dépasse largement le cadre de la publicité. Et on pense bien sûr, puisque ça il l'a annoncé déjà, à la refonte de 3 pôles internationaux qui étaient RFI, France 24 et TV5 Monde en une seule entité. Bah, évidemment, ça fait économiser de l'argent. On se dit finalement pourquoi pas. Est-ce qu'il peut pas arriver la même chose à France Télévisions quand on voit des chaînes comme France 4 dont on se demande encore, c'est en regardant de près, à quoi exactement elles servent? Est-ce que ça peut pas arriver, Guy? Si, effectivement, si on s'interroge aujourd'hui à France Télévisions sur
les compensations financières qui vont venir remplacer la publicité, on s'interroge évidemment sur le périmètre de France Télévisions. Il y a aujourd'hui 5 chaînes. Est-ce qu'il y en aura toujours 5 à l'avenir? Est-ce qu'il n'y en a pas une ou deux qui pourront être abandonnées en cours de route, vendues? France 4 pourrait pas être bah, France O peut-être pas. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent l'acheter, mais, France 3 par exemple, peut-être par région, ou voire France 2, dont il a été ces dernières années de temps en temps question qu'elle soit privatisée. Il y avait même des candidats. Je crois que le groupe Lagardère a un temps émis quelques velléités pour racheter la chaîne si elle était d'aventure vendue. C'est un désaveu pour Patrick de Carolis, cette mesure. Lui qui avait demandé il n'y a pas très longtemps, je crois, une deuxième coupure pub. C'est non seulement refusé, ça il le savait, mais c'est exactement l'inverse. Disons que voilà, Patrick de Carolis s'est engagé dans une réforme aussi, puisqu'il est tenu par il y a un contrat signé entre l'État et France Télévisions. Donc il y a des réformes qui sont en cours. Il a un moment pour financer ses efforts, pour financer les programmes de qualité, parce que tout ça, ça demande de l'argent également. Eh ben, il avait demandé donc des minutes de pub supplémentaires. Il avait demandé aussi une augmentation de la redevance. Sur ces deux sujets-là, il y a eu un désaccord. Bon. Il y a eu aussi l'élection, la nomination, du nouveau directeur général de France 2. Il y a eu quelques problèmes également lors du vote au conseil d'administration, pour des raisons, diverses et variées. Il y a eu une abstention des représentants de l'État, donc ça c'est encore une... Ce n'est pas un bon signe. Pas un bon signe, et là, honnêtement, je ne pense pas que le président était au courant. La situation commence à être un peu délicate pour tout le monde. Ça va être compliqué pour France Télévisions, vous pensez, dans les mois qui vont venir? On dit ça depuis un moment, mais limite, on a l'impression que Nicolas Sarkozy se fait avec la direction de France Télévisions. C'est vrai que on a vu la direction de France Télévisions demander une augmentation de la redevance, elle l'a pas eu. Elle a ensuite demandé une deuxième coupure, elle l'a pas eu. Et là, elle a rien demandé du tout et elle a plus de pub, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un enchaînement, mais en même temps, on peut très bien considérer qu'ils aillent jusqu'au bout de leur mandat et que Nicolas Sarkozy, comme c'est lui qui décide, parce qu'on a l'impression que même le gouvernement n'était pas du tout au courant, ou très peu de temps peut-être juste avant, je suis même pas sûr. Même pas sûr non plus, mais de toute façon, Patrick de Carolis, la présidence de France Télévisions, aujourd'hui est engagée dans une réforme aussi longue, sans doute difficile. Je veux dire, on paye aussi le prix d'années et d'années de non-réforme et d'immobilisme, sans doute. Donc c'est vrai qu'il faut redéfinir le périmètre. Le seul problème, c'est que quand on retire sans garantie une grande partie des financements, c'est un peu difficile d'aller de l'avant, c'est un peu difficile d'échafauder des plans, etc. Comment est l'ambiance à France Télévisions demain? Il va se passer quoi à l'Assemblée générale? Demain, c'est plutôt un endroit dans lequel les gens vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir exprimer leurs inquiétudes, essayer d'avoir aussi quelques informations, parce que on a des informations qui arrivent au fur et à mesure. La déclaration du président de la République a déclenché énormément de réactions. Il va y avoir des mouvements sociaux, c'est ça, dans les mois qui vont venir? Il y a différentes choses. Comme Patrick de Carolis a déjà engagé des réformes, il y a des mouvements sociaux qui sont prévus d'ici la fin du mois, qui ont été lancés par des syndicats, mais pour autre chose. Il n'y a pas de calendrier non plus pour la on va suivre ça. Je suis obligé de vous interrompre. C'est l'heure du dernier coup de fil, si on va être à l'heure, nous aussi. Au téléphone, Christian Navet, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonsoir, monsieur Navet. Bonsoir. Depuis le 1er janvier, on le sait qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics. On commence à voir les premières mesures de cet impact dans la fréquentation des bars et des restaurants, paraît-il. Vous avez fait une enquête, c'est ça? Oui, nous avons fait une enquête. Comme les autres pays qui ont vu cette loi s'appliquer, il y a eu une baisse de chiffre d'affaires qui était à peu près logique. Je crois que nous avons exactement le même effet que ces pays-là. Selon l'établissement, la région ou l'activité même de l'établissement, la baisse peut être plus ou moins élevée. Les plus touchés actuellement sont surtout les discothèques, les cafés brasseries. C'est quoi? C'est moins combien pour eux? C'est moins 10. Moins 10, mais enfin bon, en même temps, c'est très récent, c'est peut-être le contre-coup. Vous pensez que cette baisse va s'affirmer, se durcir? Écoutez, pour l'instant, c'est vrai que, comme vous le disiez, on est au premier jour. On a eu les vacances scolaires, donc c'est la rentrée. On est 3 jours après cette rentrée, donc je pense qu'il faut un petit peu attendre l'effet, en faisant attention que, vous savez, qu'on arrive dans une période de solde, et au moment des périodes de solde, notre activité baisse un petit peu. Alors donc il faudra faire aussi attention à cet élément-là. Alors il y a cette baisse. Est-ce que les clients en temps restent moins longtemps dans les établissements? Alors
En ce qui concerne les restaurants, on n'est pas touché. Donc c'est vrai que les personnes. Oui, ils s'en vont pas au milieu du repas, quoi. Ils s'en vont pas au milieu du repas. Ils la fument ou avant ou après. Mais on a des clients responsables et qui respectent parfaitement la réglementation. Donc pour l'instant, on n'a aucun problème grave à. On n'a pas beaucoup de contrôle, beaucoup de contrôle de policiers. Non, pas trop de contrôle. On en a eu quelques-uns. Plutôt médiatique d'ailleurs. Comment? Plutôt médiatique d'ailleurs. Plutôt médiatique, oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien, mais écoutez, on verra si cette baisse perdure ou au contraire si elle s'atténue avec le temps. Les Français vont s'habituer. Merci beaucoup, Monsieur Navet. Bonsoir, merci à tous les deux. Philippe de Sonnet était le réalisateur de cette émission, Pierre-Henri Gergogne, le rédacteur en chef, Marie Bilon et Hélène Levert ont préparé ces dossiers. Tout de suite, face à nous, Jean-Claude Mailly avec Michel Grossior et son équipe de journalistes. Et on se retrouve demain à 22h, bien sûr. Merci, au revoir. Retrouvez Public Sénat sur le web. Pour suivre la chaîne en direct, revoir une émission, connaître les horaires de diffusion, les thèmes et les invités. Bref, pour tout savoir sur Public Sénat, rendez-vous sur notre site internet www.publicsénat.fr. Posez des questions tous les soirs dans Bouge la France, interpellez nos journalistes, participez au forum de discussion. Public Sénat, la chaîne d'information politique, se décline à la carte sur www.publicsénat.fr. Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, est l'invité de Face à nous. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Après les déclarations de Nicolas Sarkozy sur la fin des 35 heures, sur le pouvoir d'achat, sur les caisses qui sont vides et alors que se joue l'issue de négociations serrées sur le contrat de travail, vos prises de position sont très attendues. Jean-Claude Mailly, pour vous interroger ce soir, Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire, Martine Gilson du Nouvel Observateur et Guillaume Perrault du Figaro. Bonsoir. Après le souhait exprimé par Nicolas Sarkozy lors de sa conférence de presse d'enterrer pour de bon les 35 heures, il précise lui-même les choses devant les parlementaires. Non, il ne veut pas supprimer la durée légale du travail. Est-ce que vous êtes rassuré? En partie. En partie, parce que non, je dis en partie parce que hier l'annonce du président de la République laissait entendre qu'il n'y aurait plus de durée légale du travail. Aujourd'hui, visiblement, il dit on va maintenir la durée légale du travail. Ça jouerait sur le contingent d'heures supplémentaires, c'est là-dessus que porteraient les débats. D'ailleurs, il faudrait bien regarder les choses parce que il y a déjà bien souvent des contingents qui vont jusqu'à 220 heures par an. Beaucoup d'entreprises n'utilisent pas ce contingent. La moyenne doit être autour de 70 heures à peu près. Donc il y a de la marge. Il y a déjà beaucoup de souplesse d'accorder. Mais il reste, si j'ai bien compris, un élément, c'est qu'on pourrait quand même déroger à la durée légale du travail par accord d'entreprise. Et ça, on est toujours en désaccord sur ce point-là. Yannick. Mais avec cette assurance tout de même que le cadre législatif des 35 heures ne sera pas pulvérisé, est-ce que vous seriez prêts, vous et votre syndicat, vos fédérations, à jouer le jeu de la négociation au niveau des branches ou au niveau des entreprises pour assouplir tout de même le cadre législatif? Pour assouplir quoi? C'est ça la question aujourd'hui. Quel est le problème? Quand on regarde entre les 35 heures, la mise en place, et mon organisation avait été critique sur la méthode à l'époque, de la mise en place des 35 heures. Quand on regarde depuis 2003 et différentes reprises, de nombreux assouplissements ont été apportés aux 35 heures, y compris sur le contingent d'heures supplémentaires. Dans la limite où la plupart des entreprises n'utilisent pas le contingent existant, est-ce qu'il est utile de rediscuter du contingent? Voilà, c'est ça le problème. Ou alors est-ce que, et ça c'est la lettre de Monsieur Fillon que nous avons reçue entre Noël et le Nouvel An, où il pose des questions dans sa lettre, en même temps il oriente, quand vous posez des questions, vous orientez, c'est est-ce que demain on peut définir au niveau de chaque entreprise une durée collective du travail par accord majoritaire qui viserait à déroger
à la durée légale du travail. Et deuxièmement, deuxième possibilité a priori par Monsieur Fillon, c'est de gré à gré, c'est-à-dire dans une même entreprise, il pourrait y avoir des discussions entre l'employeur et le salarié qui fait que un salarié pourrait avoir une durée différente d'un autre. Ça, sur ces questions-là, on n'est pas d'accord. Et c'est ce que j'ai rappelé hier, après les déclarations du président de la République. C'est même contraire, non seulement la suppression de la durée légale, mais aussi le gré à gré. C'est même contraire à ce que le président de la République expliquait au départ sur l'Europe hier. Quand il nous dit sur l'Europe, et là je suis d'accord, il faut une Europe qui protège, il faut une Europe qui ne fasse pas de dumping social, il faut une Europe qui soit pas anglo-saxonne, eh ben le système du gré à gré en matière de durée du travail, c'est le système anglo-saxon. C'est la directive, la dérogation qu'ont obtenue les Anglais à une directive européenne sur le temps de travail. Donc faut être logique. Si on affirme ça sur l'Europe, ben il faut pas mettre en cause la durée légale du travail, il faut pas mettre le gré à gré ou déroger en matière de durée du collectif du travail dans les entreprises. Concrètement, Monsieur Mailly, vous avez, je crois, jusqu'à la fin du mois de mars, corrigez-moi si je me trompe, pour donner votre position sur le fait de vouloir négocier ou pas. Sinon, l'État interviendrait, l'État et le Parlement, par le biais d'une loi. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rencontrer les autres syndicats pour établir une position commune? Vous allez rencontrer Monsieur Bertrand? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez que 2 mois, oui, 3 mois. 2 mois, si on veut discuter là-dessus. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a à discuter. S'il s'agit de discuter, est-ce que vous êtes d'accord pour déroger à la durée légale du travail dans des accords d'entreprise? Non. Parce qu'une dérogation à la durée légale du travail, c'est une manière de remettre en cause la durée légale. Est-ce que vous êtes d'accord sur du gré à gré dans l'entreprise entre l'employeur et le salarié? Non, on n'est pas d'accord non plus. Par exemple, d'accord avec l'idée de déplafonner totalement les heures supplémentaires? Et pourquoi les déplafonner totalement dans la limite où le plafond actuel n'est pas atteint? Ou alors on fait de l'idéologie. Écoutez, 220 heures, ça correspond déjà s'il est utilisé à plein. Si une entreprise utilise le contingent 220 heures, c'est le contingent auquel l'entreprise peut avoir recours sans demander l'autorisation de l'inspecteur du travail. C'est ça le contingent. Vous pouvez toujours en faire plus, mais il faut demander l'autorisation de l'inspecteur du travail. Si vous faites les 220 heures, mais ça vous fait passer déjà à plus de 40 heures, si vous les faites dans l'année, en moyenne, si vous rajoutez. Donc je ne vois pas où est le problème, sauf à faire de l'idéologie. Donc, à partir de là, je ne vois pas où est le problème. Si on maintient la durée légale du travail, et si les deux seuls objets, c'est d'y déroger dans l'entreprise ou de faire du gré à gré, ben non, c'est pas une position syndicale. Donc, je vois pas ce qu'on a discuté là-dessus. Martine Gilson. Oui, mais vous pouvez vous trouver dans un cas où une entreprise où FO est majoritaire. Le chef d'entreprise décide de revenir sur ces 35 heures, sur le plafond, sur tout ce que vous voulez. Quelle est l'attitude du syndicat Force ouvrière dans cette entreprise? Et est-ce que vous pensez plus généralement que ça va générer des conflits sociaux? Dans une entreprise, à supposer qu'une entreprise, parce qu'elle a une activité très importante, en carnet de commandes, arrive et utilise ses 220 heures de contingent, et qu'elle a encore des besoins, à la limite, ça peut se discuter. C'est y compris, non pas simplement l'histoire du contingent d'ailleurs. Ce contingent, on le négocie en général au niveau des branches, le contingent. Mais on peut discuter, y compris d'organisation du travail. Ça s'est déjà fait maintes et maintes fois en termes d'organisation du travail. Ça passe pas obligatoirement par le contingent. Donc ça peut, à un moment donné, remettre en cause des éléments qui sont pour nous essentiels, comme l'existence de la durée légale. C'est un des éléments essentiels qui assure un minimum de solidarité, d'absence de dumping, etc. Et Nicolas Sarkozy vous l'a garanti. Oui, ça y est, c'est fait. Vous devez lui faire confiance. Non, attendez. Il dit aujourd'hui, tant mieux, je ne veux pas remettre en cause la durée légale du travail. Bon, eh ben, par rapport à hier, il y a un progrès. C'est déjà une chose. Mais ceci étant, sur la lettre de M. Fillon, parce que c'est après avec M. Fillon qui nous a envoyé une lettre, sur les 2 points, ou 2 ou 3 points que M. Fillon nous demande de discuter, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour déroger, on n'est pas d'accord pour le gré à gré. Il y a un mieux, vous dites, donc, vous répondez à ma première question, vous êtes rassuré. Rassuré par rapport à hier, mais on n'a pas réglé le problème pour autant. Complètement. Oui, vous dites que les accords de gré à gré ou les accords qui pourraient, au sein d'une entreprise, déroger aux 35 heures, c'est le modèle anglo-saxon. En France, c'est sûr, c'est une expression très efficace qui fait épouvantail, repoussoir. Est-ce que c'est pas aussi le modèle scandinave, danois en particulier, de la flexi-sécurité auquel on trouve beaucoup de vertus? Les Danois, par exemple, ont refusé de souscrire certaines conventions de l'OIT qui trouvaient trop contraignantes en matière de durée du temps du travail ou de licenciement. Et il reste pourtant un modèle. Non, oui, il n'y a pas de modèle. Dans le domaine social, pas plus en France qu'ailleurs, moi je considère qu'il y a un modèle. Le seul modèle, s'il y a un modèle en France, ça dépasse le social, d'ailleurs c'est ce que j'appelle le modèle républicain. Non, en matière de durée du travail,
travail. Quand je dis c'est le modèle anglo-saxon, qu'est-ce que je veux dire? C'est que la directive de 1993, qui est une directive européenne, notamment c'est dans cette directive qu'on fixe un plafond, c'est 48 heures hebdomadaires, et qu'on fixe une obligation de 11 heures de repos par jour. Hein, ça c'est les plafonds. Mais les Anglais ont exigé et obtenu à l'époque une dérogation à la directive. Ça s'appelle l'opt-out. Et ce système permet de faire du gré à gré entre l'employeur et le salarié. C'est là que je dis que c'est le modèle anglo-saxon. Il n'y a pas de durée légale du travail en Angleterre. C'est là, sur ce sens-là. Alors, après le modèle, ou soi-disant modèle danois, ou modèle plus largement le modèle nordique, bah, écoutez, il commence à prendre du plomb dans l'aile. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, en Suède, c'est à peu près le même type de système. Une entreprise suédoise dans le secteur du bâtiment. Et en Suède, les salaires se négocient dans l'entreprise. C'est des conventions collectives d'entreprise. Une entreprise lettonne est venue travailler dans l'entreprise avec les conditions salariales lettonnes. Les Suédois, les syndicats ont bloqué l'entreprise, ça est allé en justice, et la Cour de justice européenne vient de rendre son verdict, donnant raison aux Lettons. Pourquoi ? En prenant notamment comme base le fait que c'est pas obligatoire puisque c'est juste une convention d'entreprise. Si c'était une disposition légale, ou si c'était comme dans notre pays une convention étendue, l'entreprise lettonne aurait dû respecter le code du travail. Alors vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'apparaît. Le fait qu'on ait des normes qui soient à la fois des normes légales ou des normes conventionnelles étendues, ce qui revient de la loi, eh ben ça protège les salariés, mais ça protège aussi les conditions de la concurrence. Martine Pujanic. Oui, mais le ministre du Travail, Xavier Bertrand, à 2 reprises, a dit il n'est pas question d'utiliser le système britannique. Donc, qui il faut croire? Je veux dire, Xavier Bertrand, ce que vous soupçonnez vous, il l'a dit par 2 fois. Ah oui, mais attendez, moi je soupçonne rien, moi je lis. Et moi j'ai lu la lettre de M. Fillon. Et dans M. Fillon, dans sa lettre, parle bien de pouvoir déroger en termes de durée collective dans une entreprise par un accord majoritaire. Au passage, l'accord majoritaire, ça sert bien à déroger, ça sert pas à autre chose. Et deuxièmement, du gré à gré. Il a bien mis, il parle bien de M. Fillon dans sa lettre, dans le dernier paragraphe, dit bien envisager ça. Moi, je lis ce que, je suis pas comme saint Thomas, mais ce que c'est ce que j'ai lu. C'est les déclarations, après les uns et les autres, on peut en faire. Donc on verra dans les semaines à venir comment ça va évoluer. Monsieur Mailly, on sait que votre syndicat, depuis toujours, a été le fer de lance de la défense du pouvoir d'achat, peut-être même avant la défense de l'emploi. En tout cas, ça. C'est lié d'ailleurs. Oui. C'est lié, bien sûr. Alors, je voudrais vous poser une double question. On a l'impression que sur le principe même de travailler plus pour gagner plus, et tout le dispositif, certes complexe, sur les heures supplémentaires, défiscalisées, déchargées, vous êtes soit contre, en tout cas extrêmement méfiant quant à leur mise en place. Première question, est-ce que c'est vrai? Et deuxième question, est-ce que vous auriez été favorable, est-ce que vous êtes favorable plutôt à la mise en place d'une TVA sociale qui aurait allégé les charges des entreprises tout en augmentant le salaire net et donc le pouvoir d'achat des salariés? Bon, alors d'abord les heures supplémentaires défiscalisées sans charge, qui est donc l'axe majeur du gouvernement pour redonner Sur le principe, on sent que vous êtes opposé ou en tout cas méfiant. On est très prudent là-dessus. Pourquoi? Pas comme Christine Lagarde qui dit ça marche très bien. Oui, bah, je sais pas où elle a vu ça, Madame Lagarde, mais bon. Elle estime que 40% des entreprises concernées l'ont déjà mis en place avec succès. Je sais pas comment elle peut avoir ces statistiques, mais enfin bon, peu importe. Mais ceci étant, ça concerne qui? Le dispositif des heures supplémentaires. Ça concerne, pour l'essentiel, les salariés qui faisaient déjà des heures supplémentaires. Alors, ils faisaient, mettons, 38 heures, par exemple. Oui, mais attendez. Oui, mais c'est pas tout le monde. Ça concerne ces salariés, ils faisaient des heures supplémentaires. Aujourd'hui, il y a une baisse de la cotisation sur les heures supplémentaires. Alors en fonction du nombre d'heures supplémentaires qu'ils font, s'ils les font de manière régulière, bon, ils peuvent avoir à la fin du mois 2-3% de plus, par exemple. Donc eux, ils ne travaillent pas plus, mais ils gagnent plus. Ah oui, non mais d'accord, parce qu'il y a une baisse des cotisations. Pourquoi nous sommes plus que prudents sur cette affaire? À la fois, ça ne concerne pas tout le monde. Premier élément, il faut encore faire des heures supplémentaires, et c'est pas le salarié qui choisit de faire les heures supplémentaires. C'est en fonction de l'activité de l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas d'activité, vous pouvez toujours demander à faire des heures sup, vous les ferez pas. Bon, premier élément. Deuxième élément, n'est pas réglée la compensation intégrale des pertes de recettes pour la sécurité sociale. Ils disent que oui, mais pour le moment, en tous les cas, c'est pas réglé. Or, s'il n'y a pas de cotisation, ça veut dire moins de recettes pour les régimes sociaux, et on va parler cette année des retraites, on va parler de l'assurance maladie. Si on prive de recettes, on aggrave les difficultés. Deuxième raison. Troisième raison, c'est un débat de fond plus général, qui est de dire, si l'on veut, en tant que salarié, avoir un pouvoir d'achat qui augmente, est-ce qu'on est uniquement contraint à 2 choses? C'est 1, bosser plus,
sinon il n'augmente pas. 2, attendre que les prix baissent et avoir des soldes permanents, par exemple. Est-ce que le seul espoir en matière du pouvoir d'achat, c'est ça? Nous, on dit non. Le pouvoir d'achat, ça passe aussi par la libre négociation des salaires et pouvoir assurer une augmentation du pouvoir d'achat des salaires par la négociation. Ce qui vaut pour les salariés, il y a le problème des retraités aussi. Vous voyez, j'ai beaucoup de courriers des retraités en ce moment, ils protestent sur le fait que leurs retraites ne vont être valorisées que de 1,1% par exemple. Et ils ont raison en la matière. Donc c'est les 3 raisons qui font qu'on est plus que prudent sur ce dispositif. Et ma deuxième question, alors, sur la TVA sociale. Oui, non, on n'est pas favorable. Dont Éric Besson reparle, dont le gouvernement plus globalement reparle. Oui, mais attendez, non, on n'est pas favorable à la TVA sociale. Le seul intérêt d'un système dit de TVA, à la limite, c'est un problème européen. C'est est-ce que, je reprends ce que disait le président de la République hier, quand il dit l'Europe doit protéger. Bon, est-ce que l'on peut effectivement, au niveau européen, du périmètre européen, trouver un système qui, par rapport à des pays qui, par exemple, pratiquent du dumping ou ne respecteraient pas, il y en a pas mal, les normes internationales du travail, mettre une taxe supplémentaire, qu'on l'appelle d'une manière ou d'une autre TVA ou autre chose. Ça, c'est un débat, mais c'est pas un débat franco-français. Ça, c'est un débat européen. Après, l'histoire de la TVA sociale, qui serait de dire, on va diminuer, je sais pas moi, les cotisations sociales patronales, par exemple, voire pour certains, les cotisations sociales salariales. Et mettre à la place 1 ou 2 points de TVA, ça veut dire qu'on fait un transfert sur la consommation. Alors moi, je continue, enfin je suis pas le seul à le dire d'ailleurs, continue à penser que la TVA n'est pas l'impôt le plus juste. Et que proportionnellement, la TVA pèse plus dans un budget de ménage par rapport aux revenus, dans les ménages modestes que dans les ménages à haut revenu. Alors ça pose un autre problème, selon moi, qui est ce qui n'a pas été fait depuis longtemps, une vraie réforme fiscale dans notre pays, qu'on retrouve plus d'équité fiscale. Donc ça veut dire qu'au plan des principes, vous n'êtes pas hostile à une TVA sociale au niveau européen, on a bien compris, mais c'est une mesure qui est parfois critiquée comme étant d'essence protectionniste. Oui, mais attendez, mais ça, ce sont des... Enfin, pardon, c'est pas vis-à-vis de vous que je dis ça, mais quand je dis ce sont des mots, attendez, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais les États-Unis se protègent bien. D'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que le protectionnisme c'est la guerre, c'est pas du tout ça. Faudrait remarquer d'ailleurs que dans l'histoire économique et dans l'histoire internationale, parfois les conflits arrivent après des périodes de grande libéralisation, Première Guerre mondiale par exemple. Donc, mais ceci étant, qu'on puisse se protéger par rapport à une forme de dumping, quel qu'il soit, alors qu'on appelle ça TVA, taxe, peu importe le système, mais qu'il y ait une forme de protection, oui, moi je trouve ça légitime. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de l'aveu de Nicolas Sarkozy lors de sa conférence de presse à propos justement du pouvoir d'achat? Il était très attendu là-dessus, on se souvient de sa campagne présidentielle, il voulait être le président du pouvoir d'achat et il a lâché, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oui, c'est un aveu d'impuissance en même temps. Quand on a mis, alors, puis on va pas rester sur la campagne pendant des années. La campagne, c'est quand même derrière maintenant. Bon. Donc, quand on met en priorité le pouvoir d'achat des Français d'une manière générale, et que hier, quand je dis c'est un aveu d'impuissance, je peux rien faire, je peux pas donner les ordres aux entreprises. Oui, mais personne ne lui a demandé de donner des ordres aux entreprises. Mais par contre, il y a 2 volets. Il y a le volet où l'État intervient. C'est quand il est employeur. Et ça concerne la fonction publique. Et après, il y a des dispositions qui auraient pu être prises sans donner des ordres aux entreprises. Alors, il y a un élément qui va être fait, et ça on est d'accord, on le réclame, c'est travailler sur la conditionnalité des exonérations de cotisations patronales par rapport aux négociations. Et sur la participation, l'intéressement dans les petites entreprises, il en a parlé. Oui. Ça, vous l'avez. Attendez, oui, mais ça, il y a 2 choses qu'il aurait pu, que lui ou le gouvernement suggérer. C'est un coup de pouce au SMIC. On l'a demandé, on l'a pas chiffré, mais un coup de pouce au SMIC, ils peuvent toujours le décider à un moment donné. Mais vous avez toujours dit non. Ah oui, non, mais c'est pas pour ça que je vais pas continuer à le demander. Je sais bien, mais... attendez, nous allons continuer à le réclamer. Je le fixe même pas, on met même pas un montant, si vous voulez, mais un coup de pouce au SMIC, ils peuvent toujours le décider. Deuxièmement, le chèque transport ou la prime transport. Attendez, on s'est battu là-dessus. Nous et d'autres, plusieurs organisations, on l'a réclamé. On avait appelé ça une prime transport. Le gouvernement précédent avait dit, non, ce sera un chèque. Les textes sont sortis, ça fait 1 an le mois prochain. Et toujours rien, il n'y a pas un chèque. Alors, quand même, vous dites effectivement... Alors, sur sur l'intéressement et la participation, attention là aussi. Il y a des dangers possibles. Ah bon? Oui, mais bien sûr. Ça, c'est de l'argent qui est redistribué aux salariés. C'est de l'argent, oui. Non, je ne dis pas qu'on est contre l'intéressement et la participation. On signe des accords d'intéressement et on signe des accords de participation. Et les dangers sont où les dangers? C'est des dangers de substitution aux augmentations de salaire.
Ça ne doit pas se substituer au salaire. Parce que c'est pareil, l'intéressement et la participation, je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes, par exemple, sur les pertes de recettes pour la protection sociale, c'est pas quelques milliards par an. Donc, il y a un premier danger. Deuxième danger, si ça joue en détriment des salaires, c'est que c'est un transfert du risque. Transfère le risque de l'entreprise vers le salarié. Alors donc c'est les deux dangers. Alors attention à ne pas trop l'étendre, ça peut se faire mais en plus. Alors Nicolas Sarkozy, lors de sa conférence de presse, a expliqué qu'il n'était pas là pour dicter la conduite des chefs d'entreprise. Néanmoins, devant les parlementaires qu'il a reçus pour ses vœux, il a défendu un système cohérent selon lui. Il a son idée sur la répartition des profits dans l'entreprise et il suggère donc de réserver un tiers des profits aux salariés, un tiers aux actionnaires et un tiers pour l'investissement. Qu'est-ce que vous pensez de ce système défendu aujourd'hui par le président de la République et qu'il aimerait voir appliqué dans les entreprises françaises? On va pas faire une loi là-dessus. Donc je pense pas qu'il puisse y avoir une norme en disant c'est d'abord ça concerne les entreprises cotées en bourse, ceux qui n'ont pas d'action, alors ils donnent tout aux salariés, je sais pas, mais donc on peut pas mettre une norme comme ça. Ça peut différer d'une entreprise à une autre. Si on prend plus globalement sur la part des richesses produites, alors la valeur ajoutée, il y a une part plus importante qu'un tiers qui est historiquement accordée au salaire d'une manière générale, à la masse salariale d'une manière générale. Je crois qu'il faut travailler plus étroitement, non pas sur des schémas de ce type, mais plus étroitement sur, d'abord il faut produire des richesses, premier élément, pour les répartir, il faut d'abord les produire plus de richesses et ensuite les répartir différemment. Parce que produire des richesses, ça n'est pas l'objectif de toutes ces mesures qui sont imaginées et mises en œuvre par le gouvernement. Libérer l'appareil productif. J'en doute, si vous voulez, dans la limite où, pour le moment, en tous les cas aujourd'hui, alors c'est pas uniquement pour des raisons franco-françaises, il y a le contexte européen, il y a le contexte international, mais le choc de confiance économique, on le voit pas. Malgré les dispositions fiscales prises et budgétaires, les 14 milliards en année pleine, etc., il n'y a pas de résultat tangible, mesurable aujourd'hui sur la croissance économique. Donc c'est pas aussi évident que ça. C'est un peu tôt, tout de même, 8 mois, même moins, le bouclier social a été mis en place qu'en octobre. Je pense pas que c'était un peu tôt pour faire tomber le coup près sur un gouvernement qui avait... Non, pas tomber le coup près. Je dis pour le moment, on ne voit pas les signes tangibles. Voilà, sur Vous allez tout de même vous manifester, redescendre dans la rue, vous et les autres syndicats, pour la défense du pouvoir d'achat, notamment des fonctionnaires, le 24 janvier, je crois. Pas uniquement, d'ailleurs, nous aussi, on demande aux gens du privé aussi de s'associer. Vous demandez également aux gens du privé de se rallier. Sur le pouvoir d'achat, oui. Alors qu'est-ce que vous promettez donc? La question de Yannick, c'est... Est-ce que vous attendez à une très très forte mobilisation de vos troupes et des autres? Oui, ils vont se mobiliser, oui. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui c'est en cours de mobilisation, là, c'est en cours d'information, etc. Mais je pense que ce sera une journée réussie, oui, bien sûr. Martine. Question quand même sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a effectivement un problème global de pouvoir d'achat dans ce pays selon vous? Parce que certains économistes disent que non, mais qu'effectivement il y a des salariés qui subissent un temps partiel subi par exemple, il y a les chômeurs évidemment. Et donc est-ce que là on n'est pas dans ce pays en train de tous répéter qu'il y a un problème global de pouvoir d'achat alors que certaines statistiques, elles sont toujours contestables, montrent quand même qu'il y a une progression continue même si elle est faible? Oui, mais attendez, les statistiques on peut toujours les utiliser d'une manière ou d'une autre, et puis ce ne sont que des moyennes, donc ça ne reflète qu'une moyenne. Alors sortons un peu des statistiques. Oui, il y a un problème global, qui n'est pas qu'un problème français d'ailleurs. Vous savez, mes camarades allemands en ce moment, dans le secteur des services ou dans le secteur de la métallurgie, ils viennent de déposer les revendications pour les négociations, ils demandent 8% d'augmentation de salaire. Ils sont sur un rythme la revendication dans les services et dans la métallurgie, c'est 8% d'augmentation de salaire. Ils représentent 40% des salariés. Ça ne change rien. Ça. Mais ça fait quand même une différence sensible. Non, attendez, ça ne change rien. La situation... bien qu'on parle du vous ne réclamez rien, vous nous avez dit. Non, vous ne donnez pas de chiffres. Non, vous réclamez, mais vous ne donnez pas de chiffres. Je n'ai pas donné de chiffres pour le coup de pouce au SMIC. Maintenant, vous savez, il y a eu un effet 35 heures là-dessus. Ça, c'est pas faux. Le fait que les 35 heures ont conduit à de la modération du gel des salaires. On a perdu l'habitude. Et les syndicats ont perdu l'habitude. Quand on revendique des augmentations de salaire dans les entreprises, c'est pas simplement l'indice. La vraie augmentation de salaire, elle est basée sur les gains de productivité. C'est pas simplement l'indice INSEE. Si vous obtenez l'indice INSEE à condition que tout le monde soit d'accord, vous avez juste obtenu le maintien du pouvoir d'achat. Ce qui compte, c'est bien les gains de productivité en termes économiques. Maintenant, il y a un problème global de pouvoir d'achat qui est dû à des insuffisances
d'augmentation de salaire, alors différentes selon les secteurs, selon les entreprises, bien entendu. Et puis après, il y a des problèmes d'augmentation, des problèmes structurels de consommation, le coût du loyer, le coût du logement, le coût du transport qui monte dans les budgets. Ça, c'est un élément important. Vous savez, la colocation, c'est pas simplement les étudiants, c'est aussi des cadres qui sont obligés de faire de la colocation aujourd'hui parce qu'ils peuvent pas se loger. Donc ça, ce sont des problèmes qui conduisent. Alors, il n'y a pas que le salaire en tant que tel, mais le salaire, on peut pas l'exclure du raisonnement sur le pouvoir d'achat. Martine. Oui, mais enfin, ça fait longtemps que les 5 organisations syndicales représentatives, on en parlera après, disent le pouvoir d'achat, mon Dieu, c'est affreux, on manifeste. Bon, est-ce qu'il y a des velléités de grève dans les boîtes, dans les entreprises? Mais il y en a. Oui, mais ça on n'en parle pas. Où? On n'en parle pas. Mais oui, mais parce que, attendez, quand il y a une grève chez les cheminots, tout le monde en parle, parce que les trains roulent plus. Bon, ou à la RATP, ou etc., ou à Air France quand les avions décollent plus. Bon, mais des grèves de manière régulière dans les entreprises du secteur privé sur la question salariale, il y en a régulièrement. Qui débouchent, qui sont. Oui, bien souvent d'ailleurs, pas toujours. Bien souvent, c'est une journée, une demi-journée, 2 jours, et la négociation s'ouvre et un accord se trouve. Mais c'est régulier. Les grèves ou les actions. Je suis même pas informé de toutes les grèves qu'il y a, mais c'est régulier que dans les entreprises, sur les questions salariales, il y ait des mouvements de grève. Alors parlons des grèves avant d'aborder la question des négociations sur le contrat de travail, négociations qui sont en cours et qui sont très importantes. Le service minimum dans les transports, je crois qu'on négocie toujours un peu les modalités d'application, à la fois à la SNCF et à la RATP. Et puis il y a une grève qui s'annonce, grève des enseignants donc le 24 janvier. Et Xavier Darcos annonce, lui, d'ores et déjà, donc l'application du service minimum dans les écoles pour que l'accueil des enfants soit assuré. Est-ce que c'est légitime ou pas, selon vous? Attendez, déjà, dans une bonne partie, c'est déjà exercé. Ce sont les collectivités dans l'école primaire. Ce sont les collectivités territoriales qui, non pas avec les enseignants, mais avec du personnel de la collectivité territoriale, qui assurent l'accueil des enfants. Ça reste existe. Une minorité tout de même. Je ne peux pas vous dire le chiffre, mais ça existe d'une manière ou d'une autre. C'est cette notion de parler de service minimum. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut imposer aux enseignants, il veut les réquisitionner pour qu'ils soient présents le jour d'une grève. Moi, je trouve que c'est agiter les chiffons. Les enseignants, le personnel communal, par exemple. Oui, alors attendez, on va vous reverser, ceux qui feront grève sont pas payés, mais ça c'est pas nouveau. C'est vrai, quand on fait grève, on n'est pas payé. Ça permettra de payer les permanences municipales? Oui, non, mais attendez, en même temps, c'est une manière de renvoyer le bébé aux collectivités territoriales, d'une manière ou d'une autre. Bon, qu'il y ait un accueil organisé comme ça se fait dans pas mal d'endroits le jour, pourquoi on appelle ça service minimum, quoi? C'est ça, je veux dire, c'est jouer avec les mots, quoi. Monsieur Maillet, si je puis me permettre, on a l'impression à vous entendre, c'est peut-être votre rôle, mais il y a peut-être d'autres syndicats qui sont quand même moins, caricaturaux, mais ne prenez pas ce terme-là péjoratif, même s'il en a l'air. Mais on a l'impression tout de même que vous continuez à défendre les droits des salariés face aux droits des consommateurs et des usagers. Lorsque vous demandez des augmentations salariales, vous pensez bien que l'entreprise va avoir du mal à baisser les prix. Donc c'est le salarié plutôt que le consommateur. Là, la défense, le service minimum, que ce soit dans les transports publics ou dans les écoles, une fois de plus, vous prenez plutôt la défense des salariés sans trop penser, en tout cas pas en priorité, aux usagers des transports publics ou aux parents d'élèves. Est-ce que vous pensez que c'est une position moderne, une posture moderne pour un syndicat? Ah oui, très moderne, parce que je suis pas sûr que ce que vous dites, ça le soit particulièrement... Progressiste? Attendez, tous les salariés sont des consommateurs. On est d'accord. Mais tous les consommateurs ne sont pas des salariés non plus. Bon, alors donc... oui, non mais bien sûr qu'ils ont... Mais attendez, les syndicalistes aussi... Bon, y compris quand ils sont syndiqués, ils ont des enfants qui vont à l'école. Vous savez, quand il y a une grève des transports, y compris les militants, sont pénalisés aussi, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les usagers, comme vous dites, on va pas les mettre en opposition avec les salariés. Mais l'usager qui peut avoir des enfants comme tout autre salarié, il est bien souvent salarié également. Maintenant qu'il y est, mais c'est la vie, ça. Et vice-versa. Mais bien sûr, mais c'est la vie, ça. Alors, au nom de quoi? Alors, on peut très bien dire, si je prends le raisonnement et je fais la césure entre le salarié et le consommateur. Moi, mon intérêt, en tant que consommateur, à partir de là, c'est que toutes les boutiques soient les prix les plus bas possibles. Maintenant, que le type ou la fille qui travaille dans le magasin, il soit payé avec des clopinettes ou mal payé, qu'il ait aucun droit, c'est pas mon problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'équilibre dans une société. Fait que c'est comme quand on dit, attendez, les fonctionnaires sont des privilégiés, sauf que je pense pas que tous les fonctionnaires soient mariés avec des fonctionnaires, ils sont mariés aussi avec des gens du privé. Donc l'équilibre dans tout ça, l'équilibre fait que, c'est pas parce qu'on va demander aux salariés de restreindre leurs droits que ça s'améliorera obligatoirement pour les consommateurs. Il y a un équilibre. Vous savez, prenez un autre dossier qui est le travail le dimanche.
Si vous J'allais vous en parler. Si vous Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de négocier ce virage? C'est quand même une demande à peu près généralisée. Oui, attendez, mais ça, vous posez deux questions à la même personne. Demandez à quelqu'un dans la rue, monsieur ou madame, est-ce que vous êtes d'accord pour que les magasins soient ouverts le dimanche? La réponse majoritaire va être oui, on est d'accord. Mais vous êtes d'accord pour travailler le dimanche? Ah non, pas moi. Ben voilà, tout fait partie de la vie, des dilemmes, etc. Ça existe de manière régulière, ce genre de choses. Maintenant, je ne pense pas que l'extension ou la banalisation du travail le dimanche soit un progrès dans notre société. Je ne pense pas ça. D'abord, une fois, si un jour il est banalisé, faut pas se faire d'illusions, ça fera comme en Italie. Il ne sera pas payé le dimanche plus qu'un autre jour. Premier élément. Deuxième élément, au-delà de la même seule question du travail et du salaire, c'est aussi, est-ce qu'on doit conserver un jour où on peut se retrouver avec les amis, avec les enfants, avec qui vous voulez, chacun vit sa vie comme il veut, sans être obligé de tous travailler d'une manière ou d'une autre. Il y a derrière le travail le dimanche, il y a aussi une question de société, c'est une question d'organisation. Puis ne pensons pas un seul instant que c'est uniquement une question de commerce, hein. C'est tous les secteurs qui seraient concernés à un moment donné. Tous les secteurs. La banque, l'assurance, la sécu, enfin je sais pas, tous les secteurs seraient concernés. Donc il ne faut pas mettre en opposition consommateurs et salariés. Il peut y avoir des contradictions à un moment donné, même pour un propre individu, mais ne les mettons pas en contradiction. Moi je préfère un salaire... Vous voyez, c'est comme les compagnies low cost. Faut mieux être salarié à Air France ou n'importe quelle compagnie aérienne qu'à Ryanair ou EasyJet. Hein, quand on y travaille. Aux pilotes et stewards qui ont fait une grève récemment oui, mais bien sûr, sur les questions des salaires. Oui, hein. mais il faut mieux, je dis, sur les conditions de travail, etc. Il y a eu plein de reportages qui ont été faits à la télé là-dessus. Il faut mieux être salarié dans une compagnie type Air France que dans une compagnie comme celle que je viens de citer, low cost, où les conditions de travail sont pas les mêmes. Guillaume, mais ensuite on parle du contrat de travail. Sur le service minimum toujours... Est-ce qu'on peut, quand on est une confédération syndicale comme la vôtre aujourd'hui, s'opposer à l'intervention d'un vote pour prolonger une grève? Un vote à portée consultative des grévistes, comme la loi adoptée au mois d'août le prévoit. Moi, des votes, on en organise, y compris les syndicats. Il y a les urnes et puis il y a les mains levées. Oui, non, mais je ne suis pas, par principe, oui, les assemblées générales, je ne suis pas, par principe, pas plus que je ne suis favorable au référendum. Que ce soit d'ailleurs de manière politique je ne pense pas que ce soit un bon outil démocratique, le référendum. Le général de Gaulle doit se retourner dans sa tente. Non, mais là on parle des grèves dans les entreprises. Ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. Nous ne sommes pas partisans de ce type de procédure. Alors ça arrive parfois qu'il y en ait. Il y en a même eu d'organisés. Il faut bien que c'est pas la majorité c'est pas la majorité qui doit décider. Non, mais attendez, on n'est pas dans une logique de démocratie politique. Quand on est dans une logique sociale. Je ne conteste pas la démocratie politique. C'est comme dans les accords. C'est le système de la délégation. Donc on n'est pas dans le système de délégation. Le syndicat a délégation, un mandat pour décider. Il demande. Si les gens veulent pas faire grève, ils font pas grève d'une manière ou d'une autre. Hein, bon, et après les assemblées générales sont organisées. Il arrive parfois, y compris dans des grandes entreprises, qu'à l'initiative syndicale, je vous renvoie sur un problème des retraites à EDF, à l'initiative syndicale, il y a eu un vote d'organiser partout à un moment donné. Ça peut arriver, mais de systématiser, ce que je crains, moi, c'est la volonté de contourner. C'est ça que je crains quand on fait systématiser les choses. Martine Gilson, allez, on parle des négociations en cours, là. Monsieur Mailly, donc les négociations sur le fameux contrat de travail ont commencé ce matin. On ne sait pas à cette heure-ci ce qui se passe. À votre avis, est-ce que vous pouvez aboutir dans les 2 jours qui viennent et la nuit de jeudi à vendredi avec le MEDEF ou pas? Et avec quelle organisation syndicale? Attendez, ça, la nuit, a priori, non, puisque on l'a dit, c'est pas la peine, enfin, nous et les autres, c'est pas la peine de faire du cinéma et de passer la nuit, hein. Si on prendra une demi-journée de plus s'il faut, mais c'est pas la peine de passer la nuit. Bon, alors donc, il n'y aura pas de négociation de nuit, a priori. Bon, ça c'est sur la méthode, je dirais. Alors sur le fond, oui, c'est possible d'aboutir à un accord. Il est possible que FO signe. Oui, mais bien sûr, mais je l'ai toujours dit, ça. Quand on rentre dans une négociation, quelle que soit la négociation, quand on rentre dans une négociation, on y va avec l'objectif d'aboutir. Maintenant, on n'aboutit pas toujours. Ça dépend, à un moment donné, est-ce que, à la fin de la négociation, on juge que le compromis... Mais pourquoi vous vous dites que si vous ne signez pas, de toute façon, le gouvernement fera une loi à sa guise et ce sera pire? Non, c'est d'une manière générale. Sur ce dossier-là, comme sur d'autres, quand on rentre en négociation, on y va avec une volonté d'aboutir. Je prends l'exemple sur cette négociation, celle qui est menée actuellement. Il n'y a pas eu que des propositions du patronat. Force ouvrière a déposé sur la table écrite et envoyé à les autres organisations syndicales, aux autres
aux organisations patronales des propositions précises sur tel ou tel point. Donc il y a une confrontation, la négociation c'est la confrontation. Bon, et savoir si à un moment donné on trouve le compromis, le bon compromis qui satisfait l'un et l'autre. C'est ça. Bon, alors, en ce moment, ça va jusque demain soir ou vendredi matin, je ne sais pas encore. Il y a 4 points clés. Dans on les précise rapidement. La période d'essai qui serait prolongée, un mode de rupture à l'amiable. Il y a le mode de rupture. Il y a ce qu'on appelle la transférabilité des droits et ce fameux contrat de mission. Voilà, c'est ça les 4 points. Un CDI à objet précis, par exemple, pour 18 mois. Oui, ça c'est ce que veut le patronat. C'est pas ce que demandent les syndicats. Nous, on est plus sur une logique de CDD. Vous êtes inflexible. Attendez, par exemple, sur la période d'essai, on ne peut pas accepter un an de période d'essai. C'est refaire un CNE. Nous, on avait une proposition sur la table, qui est de dire, il n'y a rien au niveau interprofessionnel, aujourd'hui, sur les périodes d'essai. Nous, on fait comme proposition, 1 mois pour les ouvriers employés, 2 mois pour la maîtrise, 3 mois pour les cadres, et le renouvellement se discute dans les branches. Donc ça, c'est une proposition. Quand on est sur la question, par exemple, du contrat de mission ou de projet, dit non, nous, on n'est pas favorable à un CDI en la matière. On est plutôt favorable à un CDD, plus spécifiquement pour les cadres et ingénieurs. Maintenant, regardons... de précarité. Oui, mais aussi, on va pas commencer à détricoter le CDI non plus. Ça peut exister, des problèmes de projet, etc. Donc on n'est pas les seuls. La plupart des organisations syndicales, au moins 4, sont d'accord pour examiner le côté CDD. Troisième élément, la transférabilité, ce qu'on appelle la transférabilité. En gros, c'est quoi? C'est que vous êtes licencié, par exemple, vous êtes licencié. Est-ce que pendant une période, ou comment vous pouvez conserver, ou pendant une période, certains droits, je pense à la prévoyance, par exemple, couverture prévoyance, ou de manière permanente, je pense par exemple au droit individuel à l'information, à la formation. À la formation, oui, pardon, à la formation. Le droit à l'information est garanti et presque gratuit. C'est un droit individuel aussi, bon, mais c'est pas la même chose. Bon, par exemple, aujourd'hui, théoriquement, vous accumulez 20 heures par an, de droit individuel, et donc vous choisissez de l'utiliser en discutant avec l'employeur. Vous quittez l'entreprise, vous pouvez perdre ces 20 heures. Donc comment on peut les conserver? Avec des systèmes de mutualisation. Là, le patronat doit encore faire un effort, selon moi. Il y a déjà des choses qu'on a obtenues. Quand, par exemple, c'est une demande de force ouvrière, ça, et c'est inscrit, c'était inscrit, en tous les cas, dans la dernière version. Les jeunes qui font des stages, la période de stage d'un jeune, si après, jeune ou moins jeune d'ailleurs, si après il est embauché dans l'entreprise, que la période de stage fasse partie de la période d'essai. Mais ça, le MEDEF est d'accord. Oui, mais ça, on l'a obtenu. Attendez, c'était pas aussi simple que ça. Au début, ils voulaient pas. Au début, ils voulaient pas. Après, système de flex sécurité. Non, on parlait Guillaume tout à l'heure. Non, mais attendez, c'est des mots la flex. Mais non, mais faites la grimace, c'est pas un gros mot. Non, j'ai pas dit. Non, c'est pas ça. Il y a des choses bien. Non, il y a des choses bien au Danemark, il y a des choses bien en Suède, comme il y a des choses bien en France. Ce sont des mots. Il faut qu'on colle des étiquettes. Non. Par contre, il y a une nécessité d'avoir plus de sécurité pour les salariés. Bon. Après, il reste le dernier point, qui est sur la rupture du contrat de travail. Alors, à partir du moment, ce que nous avons dit, à partir du moment où c'est un choix, c'est pas une obligation. Vous pouvez choisir le modèle classique ou la classique actuelle, ou faire le choix d'un accord à condition qu'il y ait le volontariat. À partir du moment où il y a une homologation extérieure. Non, parce qu'on ne veut pas que ça se traite uniquement dans l'entreprise. Nous, on suggère homologation par tous les syndicats d'ailleurs, par le conseil de prud'homme. À partir du moment où il y a des garanties, parce que c'est pas simplement sécuriser l'entreprise, c'est aussi sécuriser le salarié. Les garanties, c'est droit à l'assurance chômage, c'est une indemnité de rupture plus forte que l'indemnité conventionnelle. Voilà, tout ça, on l'a mis sur la table. Si tout ça, ça se règle, ça marchera, tant mieux. Alors, les négociations sont en cours. C'est un peu complexe aussi, il faut le dire. Mais dites-moi quand même, est-ce que vous estimez, non mais c'est vrai, ce sont des dossiers et des mesures qui sont pas simples, techniques, etc. Globalement, on a envie de savoir si vous estimez que ce sont des mesures, vous pouvez y arriver. Il faut 3 syndicats, je crois, signataires pour que l'accord puisse être mis en place. Attendez, non, c'est pas. Oui, c'est pas. Il n'y a pas de normes particulières. Ça peut être à la limite un syndicat signe. Bon, on vous sent presque optimiste. On vous sent presque optimiste. Oui, mais moi je sais. Vous êtes le seul à le signer. Oh, je pense pas qu'on aura un cas de figure où il y aura un syndicat quel qu'il soit. On vous sent presque optimiste. Il y a une possibilité d'accord à 4, voire à 5. Est-ce que vous pensez que ce sont des mesures qui pourraient changer effectivement la vie des salariés, qui pourraient favoriser l'emploi en France? Ça peut être si on arrive à trouver cet équilibre, ça peut être des mesures qui simplifient certaines choses et qui apportent des garanties à tout le monde. Alors ça, c'est plutôt un élément positif. Maintenant, vous savez, l'emploi, ça ne se décrète pas. Ce qui crée l'emploi, c'est d'abord l'activité économique. C'est moins la forme du contrat de travail que l'activité économique.
Il y a aussi des boosters institutionnels pour favoriser l'emploi. Je veux parler du rapprochement qui est en train de se faire entre la fusion, entre la NPE, excusez-moi, et les ACEDIC. Est-ce que vous êtes plutôt favorable ou pas? On avait l'impression que vous ne l'étiez pas. Or, ça paraît d'une logique implacable, même de la part des chômeurs, qui n'auront plus qu'un seul guichet, en tout cas en théorie, auquel s'adresser. La ministre Christine Lagarde. Pour le commun des mortels, ça paraît logique. Pour le commun des mortels que nous sommes beaucoup. Si l'enjeu de la fusion, en tant que tel, c'est de dire, écoutez, ce serait quand même plus simple pour un demandeur d'emploi, plutôt que d'aller d'abord à la CEDIC, après de faire 5-10 km et d'aller à la NPE, qu'il ait tout le monde sous le même toit, oui, qui peut être contre ça? Au niveau des dossiers et des fichiers seulement, c'est pas seulement la marche à pied. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant la fusion, on en était où? Avant la fusion. Je vous signale qu'avant la fusion, c'était en train de monter en puissance, à la fois par du personnel des ACEDIC qui allait dans les ANPE, présents. Allez voir dans certaines ACEDIC aujourd'hui, ou et réciproquement, je dirais. Donc, c'est pas partout, mais c'était en train de monter en puissance. Parce qu'il y a un problème que la fusion ne réglera pas. En tous les cas, pas tout de suite, c'est le problème de locaux. Alors, sauf à dire, on rase toutes les ANPE et on rase toutes les ACEDIC et on construit partout des immeubles, parce qu'à un moment donné, pour mettre tout le monde sous le même toit, il faut avoir la place pour le faire, dans n'importe quel schéma. C'était en train de monter en puissance. Système informatique, avant qu'on parle de fusion, il était déjà commun. Donc les choses étaient en train de se faire. Moi, c'est pas parce qu'on dit, clac, allez, on fusionne, que ça va régler les problèmes. Je crains même que ça les freine, moi. Qu'est-ce que vous allez faire contre la mesure envisagée, donc, de sanctionner les chômeurs qui refuseraient 2 offres acceptables? On a entendu la ministre de l'économie dire, oh, mais ça ne concernerait qu'une minorité, infime de cas. Tout dépend de ce qu'on appelle une offre valable d'emploi. Non, mais tout dépend de ce qu'on appelle une offre valable d'emploi. Si je suis au chômage. C'est à vous à définir les critères, d'ailleurs. On en discutera, c'est pas dans cette négociation qu'on en discute, d'ailleurs, On en discutera de ça quand on discutera de l'assurance chômage. Ça fera l'objet de négociations. Oui, bien sûr, mais si je suis au chômage, qu'on me propose dans un rayon correct, correspondant à ma qualification et peu de choses près le salaire que j'avais et que je refuse systématiquement, oui, bien entendu. Mais si on me dit vous faites 2 heures le matin de transport, 2 heures le soir, vous gagnez 30% de moins et c'est pas votre qualification, alors là ça marche pas. Vous avez lu la presse ces dernières semaines, il y a les ministres qui sont notés avant même l'évaluation par le chef de l'État, et on s'aperçoit que le ministre star c'est Xavier Bertrand, qui est loué pour. Et qui va noter le Premier ministre? Écoutez, il a indiqué que c'était le travail du gouvernement dans son ensemble qui constituait sa notation. Voilà, il fera la moyenne. Mais Xavier Bertrand, la presse en tous les cas le juge déjà, et vante ses qualités pédagogiques, ses rondeurs également. Comment vous le voyez, vous, comme vraiment le ministre star? Moi, je ne veux pas juger s'il est ministre star ou pas. Ce que je peux dire, même quand on est en désaccord, et ça arrive, et c'est normal, c'est la vie, c'est un bosseur. Ça, j'ai toujours dit que c'était un bosseur, et c'est vrai, et c'est un homme de dialogue, y compris quand on est en désaccord. Bon, voilà. C'est tout ce que vous avez à dire sur Nicolas Sarkozy, avec qui vous avez déjà déjeuné, d'autres formules pour lui? Non, attendez, ce que j'ai toujours dit, on discute très direct. Non, mais attendez, je le confirme, on négocie pas avec le président de la République. C'est plus, on se parle, on se dit directement les choses. Ça veut pas dire qu'on est d'accord. Les contacts sont directs, oui. Ils peuvent même parfois on se coupe réciproquement, etc. Maintenant, ça fait partie des contacts. Ah oui, c'est pas la reine d'Angleterre. On a le droit de couper le président de la République, surtout quand on est syndicaliste. Tout de même, le président de la République fait l'objet de critiques paradoxales. Certains disent qu'il va très très vite et qu'il veut vraiment faire une révolution culturelle, sociale, économique en France, et d'autres estiment que c'est tout le contraire, qu'il y a tellement loin de ses promesses aux faits que c'est plutôt le statu quo. Dans quel camp vous pencheriez vous? C'est pas parce que ça va être le 40e anniversaire de 68 qu'on va parler de révolution. Attendez, alors 68 n'était pas une révolution non plus. Ou une rupture. Il y a quand même un élément où il n'y a pas de rupture. Il y en a au moins un. C'est la politique économique. Sur le fond, il n'y a pas de rupture là-dessus. Mais alors ça vous rassure, ça, ou pas? Non, parce que moi je pense qu'il en faudrait une. Donc là-dessus, il n'y a pas de rupture. Maintenant, attention, comme je dis, chez moi on dit vite et bien, c'est l'affaire de deux. Donc alors, est-ce que la volonté d'accumuler les dossiers, je ne parle pas uniquement des dossiers sociaux, est-ce que ça sert à dire, sur le tas, il y en aura bien 3 ou 4 qui passent, première hypothèse, mais si l'on veut discuter à un moment donné sérieusement, etc., on ne peut pas tout faire en même temps. Sinon, il y a des thromboses. J'aimerais vous interroger sur, on a peu parlé des retraites finalement, mais bon, on aura l'occasion. Jean-Christophe Duigou, qui est le numéro 2 de la CGT, qui est le monsieur retraite de la CGT, va réintégrer dans quelques mois, a-t-on appris, la fonction publique, à un poste très élevé d'ailleurs, conservateur des
les hypothèques. Est-ce que vous estimez que c'est légitime, sachant qu'il s'agit bien sûr pour lui de s'assurer d'une bonne retraite? Oui, mais attendez, si ça court, moi je connais pas les carrières administratives de... Non, on connaît surtout sa carrière de plusieurs décennies au sein de la CGT. Oui, non, mais c'est d'accord, mais je ne connais pas sa carrière administrative. J'ai cru comprendre que ça faisait partie des possibilités compte tenu des postes. Moi, ça me choque pas. Ça vous choque pas? C'est déjà arrivé, y compris parfois pour d'autres militants d'autres organisations. S'il avait un rang de... C'est un poste très prisé. Oui, non, mais attendez, le ça c'est autre chose. Parisien qui a donné l'information. S'il était, je sais pas, je peux pas vous dire, s'il était par exemple directeur départemental ou trésorier, je sais pas quel, moi je connais pas les règles. Non mais il réintègre juste la fonction publique au dernier moment pour calculer sa pension sur ces 6 derniers mois. C'est le Parisien, Jannick, qui a révélé l'information en parlant d'un cadeau de l'Élysée au monsieur retraite de la CGT. Oui, mais en révisant à la baisse le montant de sa retraite qui avait été pressenti ici et là sous forme de rumeur, et il faut reconnaître que c'est une retraite qui est tout à fait moyenne au sens mathématique du terme. Ce type de poste, il y a le salaire, puis il y a des, je sais pas comment ça s'appelle, moi, pas des primes, mais des indemnités particulières, etc. Donc la retraite, c'est que sur le salaire. Exactement, exactement. Alors, moi, a priori, ça me fait pas des trucs qui me choquent, quoi. Très bien. Merci, Jean-Claude Mailly, d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Bonsoir à tous.